Bienvenue dans un documentaire sur l'un des plus grands mystères de l'histoire. Comment ne pas parler de ce bout de tissu si énigmatique? Pour ceux qui se demanderaient de quoi il s'agit, nous parlons du linceul de Turin. Ce grand drap de lin de plus de 4 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur, portant l'image d'un homme nu, dont le corps tout entier aurait été enveloppé dans ce drap avant d'être enseveli. Je tiens à préciser que nous ne savons toujours pas de nos jours comment cette image est apparue sur ce linceul. Pour de nombreux croyants, il n'y a pas de doute, c'est le véritable linceul du Christ. Pourtant, des études scientifiques créent la controverse. Nous allons mener notre enquête, parcourir des siècles d'histoire, contacter des spécialistes à la recherche de la vérité. Nous partons donc de zéro. Nous avons alors 2 hypothèses. Soit le linceul de Turin est le véritable linceul du Christ, soit il ne s'agit que d'une supercherie médiévale créée par des faussaires. « 25 mai 1898, cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin. La lumière du jour pénètre dans la cathédrale de Turin. Cette année-là, Turin célébrait le 400e anniversaire de la cathédrale de Turin. Une exposition religieuse du Suaire fut planifiée. Le responsable de la commission du Suaire demanda au roi la permission de procéder à une ostension et celui de photographier le Suaire pour faire la promotion de l'événement. Le roi approuva l'exhibition publique et autorisa plus tard que le Suaire soit photographié. Secondo Pia fut nommé comme étant le photographe officiel qui réaliserait les clichés du Suaire. Ce matin-là, après la cérémonie d'ouverture et profitant à midi de la fermeture de l'exposition, Secondo Pia installa son matériel dans la cathédrale de Turin. Un avocat italien qui s'appelait Secondo Pia, qui a pris la première photo du linceul de Turin au cours d'une exposition, et au moment où il a développé ses plaques, qu'il est passé du positif au négatif, le linceul s'est révélé être un positif avec un corps net, et ça a été déjà une première grande surprise. La logistique nécessaire pour prendre les clichés fut un réel défi pour Secondo Pia. Il parvint cependant à prendre quelques photographies avant la réouverture des portes après la pause de midi. La réussite de l'opération ne sera connue que lors du développement des plaques. Le soir du 28 mai, Secondo Pia se rendit à nouveau à la cathédrale pour une seconde session de photographie. Vers minuit, il développa les plaques. Secondo Pia raconte qu'il faillit presque laisser tomber la plaque, tellement il fut choqué par ce qu'il venait de découvrir dans la chambre noire. Le négatif révélait le visage d'un homme qui ne pouvait pas être perçu à l'œil nu. Cette photographie eut des répercussions mondiales et le Suaire devint célèbre. Les résultats de Secondo Pia ont accru l'intérêt pour le Suaire et suscité de nouveaux efforts pour déterminer son origine. Je vous propose maintenant de remonter aux origines des origines du linceul de Turin. Je parle bien évidemment de Jésus de Nazareth. Jérusalem en 33. La Palestine est occupée par les Romains. Voici qu'un juif nommé Jésus arpente le pays depuis 3 ans. Pourtant, en ce jeudi soir, alors qu'il fête avec ses disciples la grande fête juive de la Pâque, Jésus est arrêté et condamné à mort. Dès le lendemain, cet homme, après avoir été fouetté, meurt crucifié sur la croix. Nous sommes à la veille du Shabbat, et selon la tradition juive, le grand repos va commencer. En toute hâte, ses amis déposent son corps dans une tombe, sans lui prodiguer les soins conventionnels qui sont remis au surlendemain. Le dimanche matin, des femmes se précipitent au tombeau. La Bible raconte « Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. Seuls les linges qui entouraient le visage et le corps du crucifié sont restés sur place. Un vent d'espérance se lève parmi ses disciples, la religion chrétienne est née. À l'époque du Christ, les Judéens suivaient des rites d'ensevelissement bien précis. On enveloppait entièrement le défunt dans un drap de plus de 4 mètres de long. Puis le défunt était déposé non pas dans un cercueil, mais sur de la pierre,
dans un tombeau creusé dans le rocher. Enfin, on roulait une pierre pour obstruer l'entrée. Comment ce simple bout de tissu a-t-il pu parcourir le temps et l'histoire pour être vénéré par des millions de gens des millénaires plus tard? Et surtout, comment peut-on être sûr de vénérer le véritable suaire du Christ? La suite de l'histoire est mal connue. Les premières mentions documentées et non contestées de ce drap proviennent de la seconde moitié du XIVe siècle. Chose frappante, une datation rendue aujourd'hui célèbre date ce drap de lin de cette même époque. 21 avril 1988, cathédrale de Turin. Deux hommes, Franco Testore, un expert en tissu, et Giovanni Ricci, un représentant du fabricant Numana, s'affairent à prélever les échantillons qui serviront à dater le suaire. Franco Testore s'occupe de peser les échantillons, tandis que Giovanni Ricci découpe le linceul. Les échantillons sont enfermés dans des tubes métalliques numérotés. 3 laboratoires ont été sélectionnés par le Vatican pour dater le suaire au carbone 14, Oxford, Zurich et Tucson. Le 13 octobre 1988, le cardinal Balestrero, archevêque de Turin, réunit une conférence de presse et annonce les résultats du comptage au carbone 14. Le linceul date du Moyen Âge. Le linceul n'en reste pas moins, pour l'Église catholique, une vénérable icône. Le lendemain, Michael Titt, directeur du British Museum et coordinateur du test, assisté du professeur Hall, responsable du laboratoire d'Oxford, tient une autre conférence de presse et confirme l'information. Au tableau noir, un point d'exclamation suit les dates inscrites 1260, 1390. Ce résultat, annoncé à grand bruit à l'époque, n'a pas manqué de surprendre tous ceux qui connaissaient déjà le sujet de près et qui ont été donc très étonnés. Et une discussion scientifique s'est très rapidement mise en place, c'est intéressant, pour tenter d'expliquer un résultat aussi discordant par rapport à toutes les connaissances précédentes. Mais personne n'a écouté cette discussion, tant les querelles idéologiques, les arguments bruyants d'une polémique stérile ont occupé le devant de la scène, les uns accusant le laboratoire d'escroquerie, les autres accusant l'Église de manipulation. Cette cacophonie est bien restée dans la mémoire, mais pas les avancées scientifiques. Le carbone 14, radioactif, est produit dans la haute atmosphère en permanence par les rayons cosmiques. Il est également présent dans tous les organismes vivants qui échangent avec l'atmosphère et il ne commencera à diminuer dans ces organismes qu'après leur mort. Si on connaît le taux résiduel de carbone 14 à un moment donné, on peut déterminer depuis combien de temps cet organisme est mort. Et dans le cas précis du linceul, il s'agit de savoir la date à laquelle le lin a été coupé, le lin qui a servi à tisser ce tissu. Disons simplement en un mot que même si on retenait toutes les critiques légitimes sur la méthode utilisée, cela ne suffirait pas à expliquer un taux très important de carbone 14 pour un tissu qui serait normalement vieux de 2000 ans. Sur le schéma, on indique en ordonnée les limites du taux de carbone mesuré au cours du temps et on retrouve en abscisse les dates correspondantes. La courbe n'est pas très régulière car elle prend en compte les légères variations du taux de carbone au cours du temps. On peut remarquer sur cette courbe qu'il y a 2 plages de dates séparées alors qu'il s'agit bien de l'analyse par des laboratoires différents de 3 fragments contigus d'un même tissu. Ce problème est signalé, mais très discrètement, dans l'article initial officiel en 1989, l'article de Nature, par une phrase assez peu compréhensible pour les non-spécialistes, mais nul apparemment n'en débattra sur les plateaux de télévision, nul en tout cas ne s'en souviendra en dehors des spécialistes. Si on regarde un peu plus près, le prélèvement a été effectué sur la périphérie du linceul. Un fragment d'un peu moins de 150 mg a été conservé à Turin et 3 fragments d'un peu plus d'environ 50 mg chacun ont été remis respectivement au laboratoire d'Oxford, de Zurich et de Tucson. À leur tour, ces fragments seront dans chacun des laboratoires subdivisés permettant de réaliser 12 mesures et chacune des mesures repose
sur plusieurs comptages des atomes de carbone 14, donc tout ça selon un protocole classique assez rigoureux. Regardez, on voit bien qu'il y a une progression de la date au fur et à mesure que l'on se rapproche du centre du linceul de Turin. Oxford 1238, Zurich 1312, Arizona 1342, on est quand même en droit de se demander si, en s'avançant un petit peu plus, si jamais on aurait récupéré un petit bout après Arizona, est-ce que celui-ci aurait donné une date encore plus avancée dans le Moyen-Âge ? On peut noter que l'écart de 104 ans entre les résultats d'Oxford et d'Arizona dépasse l'imprécision liée à la méthode, ce qui avait donc bien été relevé dès 1988 par les observateurs spécialistes. En 2017, un juriste français, Tristan Casabianca, parvient à obtenir par voie légale la totalité des résultats bruts de chaque laboratoire, c'est-à-dire le détail de toutes les mesures, avant que chacun des laboratoires ne calcule sa date moyenne pour son propre échantillon. J'ai reçu donc cette documentation inédite et ce qu'on peut dire d'un premier abord, ce qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est qu'elle montre un paysage qui est beaucoup moins lisse que celui qui nous a été présenté dans la presse et même dans l'article de Nature. Les tests statistiques montrent que la probabilité pour que les 3 morceaux d'échantillons datés proviennent d'un même échantillon, cette probabilité, elle est très faible. On s'aperçoit aussi que ces données, elles montrent des échantillons qui sont d'un âge médiéval. Donc en fait, l'objection qu'on pourrait adresser, qu'on traite dans notre papier d'archéométrie, c'est de dire, ok, même si c'est pas 1260, 1390, ça peut être 1200, 1250, quelle est l'importance ? Mais en fait, ce n'est pas possible, ce raisonnement il ne marche pas, parce qu'on s'aperçoit que dans les données officielles de 1989, comme dans les données brutes, on trouve une direction dans les échantillons. Cette absurdité, elle montre que l'objection médiévale, elle ne tient pas. Donc en fait, la datation de 1988, c'est bien un échec scientifique. Mais l'intérêt majeur, malgré tout, de cette mesure, de ce travail, c'est d'avoir mis en évidence le fait que ces 3 petits fragments contigus ont subi un enrichissement important en carbone 14, un enrichissement non homogène. Et qu'il faut donc essayer de comprendre comment cet enrichissement massif et irrégulier a pu être possible. Ainsi, différentes hypothèses furent émises. Celle de l'eau jetée sur le feu lors de l'incendie de 1532, de la recharge en carbone 14 par des concrétions dues à un organisme microscopique, la Lichenotelia, de l'influence de l'incendie et des impuretés qui auraient causé des différences de date sur les différentes parties du tissu, ou encore des méthodes de filature du lin. Toutes ces hypothèses pourraient expliquer un écart de quelques années, mais pas un rajeunissement de 13 siècles. On a aussi évoqué un rajeunissement du carbone 14 produit par un rayonnement. Pour Jean-Baptiste Rinaudot, le deutérium du corps du crucifié aurait émis un jet de protons qui aurait jauni le tissu et formé l'image, et un jet de neutrons qui aurait rechargé le carbone 14. Mais tout cela se heurte à des obstacles et ne repose sur aucune observation reproductible. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, puisque les morceaux viennent du même tissu et sont adjacents, ils ne peuvent pas être d'âge différent. Rien ne justifie qu'ils contiennent un nombre significativement différent d'atomes 14 dont la décroissance naturelle aurait dû être la même. La différence de datation entre les 3 laboratoires interroge la communauté scientifique. L'enrichissement du suaire en carbone 14 au cours de l'histoire pourrait en être une explication et remettrait en cause cette datation controversée. Un enrichissement en carbone 14 aurait pu donc tromper la datation du linceul. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a quelques mois, l'affaire de la datation du linceul connaît un nouveau rebondissement. 11 avril 2022, Italie. La publication d'une étude menée par des chercheurs italiens fait grand bruit. Cette étude, s'appuyant sur une nouvelle technique de datation, atteste que le drap aurait bel et bien environ 2000 ans, soit l'âge du Christ. Quelques médias, disons, pas tous les médias, mais quelques médias ont voulu faire de cette méthode un déni définitif, une preuve définitive contre la datation qui avait été réalisée en 1988 à l'aide du carbone 14.
Je pense que cette façon de les comparer me paraît plutôt inopportune. Les méthodes sont très différentes, elles sont difficiles à comparer et même les approches elles-mêmes. La nouvelle technique employée par les scientifiques italiens s'appuie sur des rayons X pour analyser le linceul à l'échelle des atomes. Concrètement, cette méthode d'analyse appelée Wide Angle X-ray Scattering consiste à mesurer le vieillissement naturel de la cellulose de lin grâce aux rayons X, puis de le convertir en temps écoulé depuis la fabrication. Les résultats ont été comparés à ceux d'autres échantillons de tissus de lin authentifiés, d'un âge variant entre 3000 ans avant Jésus-Christ et 2000 ans après Jésus-Christ. Les mesures du linceul se sont révélées particulièrement proches de celles d'un tissu de lin dont les archives historiques font remonter l'existence au siège de Masada, Israël, entre 55 et 74 après Jésus-Christ, soit une date bien plus ancienne que le début de l'ère médiévale. Un autre intérêt de la méthode est son innocuité. Elle ne demande qu'un très petit fragment de fil, et dans le cas présent, l'échantillon mesure seulement 1 mm sur un demi-millimètre. La méthode n'est pas destructive, ce qui fait qu'on peut recommencer la mesure autant de fois qu'on le souhaite et dans tous les laboratoires équipés pour cela. Et de ce fait, les auteurs eux-mêmes souhaitent que des fragments de fil provenant de différentes parties du linceul puissent largement être contrôlés en complément de leur première approche. À ce point-là de l'enquête, nous pouvons donc constater que la science a bien du mal à dater ce linceul. Nous ne pouvons donc pour le moment privilégier aucune hypothèse. Cependant, des découvertes scientifiques ont permis de mettre au jour des énigmes encore plus extraordinaires, notamment en ce qui concerne l'image en elle-même. 1978, Turin. Un groupe d'une vingtaine de scientifiques et chercheurs américains du STURP mène des analyses sur le linceul et prélève des échantillons de surface. C'est la première fois qu'un protocole d'étude aussi important a pu être proposé, puis validé par le Vatican. Diverses techniques sont employées pour analyser le tissu ancien. Rayons X, fluorescence, microchimie, spectres infrarouges et ultraviolets. Des milliers de photographies furent également prises. Plus de 100 000 heures de travail en laboratoire furent nécessaires pour exploiter les données récoltées. 4 conclusions sont démontrées. 1. L'empreinte ne peut pas être une peinture, mais est le résultat d'une oxydation acide déshydratante de la cellulose. 2. L'empreinte ne traverse pas le tissu. 3. Les taches rouges proviennent de sang humain. 4. Toutes les fibres ont la même couleur et les contrastes de l'empreinte sont dus au nombre de fibres colorées par centimètre carré. La série de tests réalisés sur le linceul de Turin ne fit apparaître aucune trace de peinture, aucun pigment. Elle établit en revanche la présence de sang qui serait de type AB à l'emplacement des plaies. Le système ABO, qui permet de classer les différents groupes sanguins, a été découvert en 1900 par Landsteiner. Ces groupes sanguins sont au nombre de 4, A, B, AB et O, et se différencient par la présence, l'absence ou la combinaison des antigènes A ou B à la surface des globules rouges. Les personnes dont les globules rouges possèdent sur leur membrane l'antigène A sont dites du groupe A. La présence de l'antigène B définit le groupe B. Et si les deux antigènes A et B sont présents, il s'agit du groupe AB. Enfin, l'absence des deux définit le groupe O ou 0. De plus, le sérum, c'est-à-dire le composé liquide du sang lorsqu'on a retiré les cellules, globules rouges et globules blancs, le sérum donc d'une personne du groupe A contient des anticorps contre l'antigène B, jamais bien sûr d'anticorps A. Une personne du groupe B a des anticorps A, le groupe AB n'a pas d'anticorps, le groupe O a les deux. De loin, le groupe AB est le plus rare, mais légèrement plus fréquent au Moyen-Orient. En effet, le groupe AB représente environ 4% de la population française, alors qu'il représente environ 7% au Moyen-Orient. Pour déterminer le groupe sanguin d'une personne, on met ces globules rouges en présence d'anticorps A ou anticorps B et on observe dans quel cas l'agglutination va se produire.
Pour être complète, la détermination du groupe suppose aussi de mettre en présence le sérum du sujet avec des globules test de type A ou de type B afin de rechercher s'il possède des anticorps A ou B. Cette deuxième expérience pourrait sembler superflue, mais elle est rigoureusement obligatoire en médecine dans la détermination d'un groupage sanguin avant de réaliser une transfusion en raison du risque potentiellement grave d'une erreur de groupage. Sur le linceul de Turin, les scientifiques ont mis en évidence des antigènes A et B et n'ont jamais trouvé d'anticorps A ou B, d'où l'annonce du groupe AB de l'homme du linceul. Mais ce résultat fut fort critiqué. En effet, les fibres végétales anciennes, le lin du linceul, certaines bactéries, certains champignons peuvent produire des molécules proches des antigènes et donc entraîner de faux positifs. Il y a toutefois une contre-épreuve. La même recherche a été faite non seulement sur les fibres tachées de sang, mais aussi sur des fibres prélevées sur le linceul à distance de toute tache sanguine. De manière constante, les fibres tachées de sang ont répondu positivement, alors que les fibres exemptes de sang n'ont pas réagi au test. Il faut noter que cette contre-épreuve a été également appliquée au suaire d'Oviedo, qui serait donc lui aussi porteur de sang du groupe AB. On a encore parlé du groupe AB pour d'autres reliques, y compris pour certains miracles eucharistiques. Mais les contre-épreuves n'ont pas eu lieu, soit qu'elles n'ont pas encore été réalisées, soit qu'elles soient impossibles à réaliser faute de zones de test. Au total, même s'il est impossible d'être absolument catégorique, il est parfaitement raisonnable d'admettre le résultat du groupage sanguin AB du sang du linceul comme de celui du suaire d'Oviedo. Une méthode complémentaire intéressante pourrait passer par l'analyse ADN de ce sang, mais les critiques existeront malgré tout toujours en raison de la possibilité de contamination ADN d'un linge dont le passé historique est très chargé. En plus d'avoir découvert ces traces de sang, les scientifiques ont également mis en évidence que l'image du linceul n'a pas pu être peinte. L'image était superficielle, sa coloration ne pénétrait pas dans les fils. L'image ne touchait que les fibres supérieures de la trame du linceul sur une profondeur de l'ordre de 40 microns, ce qui exclut toute imprégnation du liquide et par là même toute technique d'imprégnation pour l'image. Celle-ci est bien composée de fibrils jaunes. La coloration est le produit d'une déshydratation de la cellulose d'origine inconnue, faisant penser à une sorte de roussissure provoquée par une source de chaleur. Aucun tracé directionnel, coup de pinceau, ne fut identifié sur le linceul. À l'évidence, cette image n'a pas pu être peinte. En revanche, en approfondissant mes recherches, je suis tombé sur cet article. Un suaire réalisé en 5 minutes avec des méthodes du Moyen-Âge. La formation de l'empreinte du corps sur le linceul de Turin reste à ce jour totalement mystérieuse et passionne toujours de nombreux chercheurs, croyants ou non. Les caractéristiques de l'empreinte ont donc été très étudiées. Les travaux du Sturp depuis 1978 ont marqué une étape très importante de cette longue recherche, toujours en cours. À titre d'exemple, l'une des étapes de cette quête a été la rédaction en 2005 d'un document commun co-signé par un groupe de 24 chercheurs de disciplines variées, tous connus, tous reconnus sur le plan international. Ce document liste un ensemble de faits répertoriés concernant l'image du linceul. La liste est dressée à partir de l'expérience de ses auteurs et de près de 200 références bibliographiques validées. Les faits sont alors regroupés sous 3 rubriques. La rubrique de type A contient des observations incontestées au nombre de 87. Par exemple, A34, l'image du corps n'a pas de contour bien défini. Ou bien A82, il n'y a aucune preuve microscopique, chimique ou spectroscopique de la présence d'une poudre sèche responsable de l'image corporelle sur le linceul. Le type B concerne des conclusions basées sur des études du linceul et confirmées par la communauté scientifique. Ils en relèvent 61. Par exemple, B7, des fibres de coton ont été trouvées dans les échantillons de Raes et elles ont été identifiées comme étant
Gossypium herbaceum, une variété de coton commune du Moyen-Orient. Ou encore B10, les tests chimiques ont montré qu'il n'y a pas de liant de peinture protéinée ou de revêtement contenant des protéines dans les zones d'image. Le type C, enfin, liste d'effets mis en évidence par certains chercheurs, mais non universellement acceptés. Ils en relèvent 39, par exemple C7, le sang humain est de groupe AB, ou C10, il y a l'image d'une pièce de monnaie identifiée sur l'œil droit. Le but de ce travail était de mettre à la disposition des chercheurs une liste de conditions qu'il leur faudra respecter pour reproduire l'image du linceul avec ses caractéristiques propres. Si l'un des 187 critères manque, à tout le moins l'un des 148 critères A et B, le résultat obtenu n'est pas conforme à l'image du linceul. Bien entendu, ceci ne doit nullement décourager les nombreuses expériences qui tendent vers le but sans encore l'atteindre. Mais si on nous annonce, à grand renfort de publicité, qu'il n'y a rien de mystérieux et qu'en quelques minutes ou quelques heures ou plus, on peut, avec des moyens simples, connus du Moyen-Âge, reproduire très fidèlement l'image du linceul, on n'est pas seulement dans la provocation, mais dans une totale malhonnêteté scientifique. Si par exemple, parmi tant d'autres, on choisit la célèbre et très médiatique démonstration de Paul-Éric Blanru au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, on voit bien qu'on est à 100 lieues de l'exigence scientifique. L'aspect d'un négatif photographique de l'empreinte obtenue par Blanru à partir d'un bas-relief est certainement un des plus réussis au premier coup d'œil et peut créer un début d'illusion. Mais l'expérience ne porte que sur la face et non sur l'ensemble du corps. Qu'en est-il de la précision anatomique des taches de sang? Qu'en est-il de l'absence de l'empreinte sous les taches de sang? Qu'en est-il du colorant déposé sur le tissu, contrairement au linceul qui en est dépourvu? A-t-on vérifié que ce colorant ne pénètre pas le tissu par capillarité, ce qui est proprement inimaginable? Qu'en est-il de l'oxydodéshydratation superficielle des fibrilles du lin? Qu'en est-il de la résistance de l'image à tous les solvants connus? Qu'en est-il du collage tridimensionnel, etc., etc., etc. Le résultat obtenu mériterait un peu d'attention s'il se voulait une simple piste de recherche. À vrai dire, cette piste est de longue date abandonnée puisqu'il n'y a pas de pigments colorés sur l'empreinte du linceul. Escroquerie ou simple canular? En réalité, l'annonce n'est plus qu'une mascarade grossière si vraiment elle prétend apporter la clé du mystère. Il y a de nombreuses autres démonstrations aussi peu discrètes de ces pseudo-découvertes. On a même entendu dire sur une chaîne télévisée nationale que le génial faussaire était Léonard de Vinci, alors que celui-ci est né 100 ans après les premières expositions historiques du linceul. On peut néanmoins se poser la question de savoir pourquoi des médias réputés sérieux acceptent d'engager leur crédit pour diffuser des informations aussi grossièrement erronées, sauf évidemment à ne rien connaître de l'objet original. Passons maintenant du domaine scientifique au domaine historique. Nous avons vu que les dernières études scientifiques dateraient le linceul d'avant l'ère médiévale. Mais alors, si c'est le cas, nous devrions retrouver des documents historiques avant l'ère médiévale. Alors, les premières représentations de Jésus par l'image apparaissent au IIIe siècle sur les murs des catacombes de Rome. Les auteurs de ces peintures et de ces fresques ne connaissaient pas son apparence réelle et choisissaient de le représenter de façon symbolique, souvent sous la forme du bon berger, jeune et imberbe. Parmi de nombreuses autres représentations, on voit apparaître dans les catacombes au IVe siècle quelques portraits du Christ barbu aux longs cheveux. pourquoi un tel changement de représentation de Jésus? Les peintres auraient-ils eu connaissance d'une image représentant Jésus? Un tournant dans l'iconographie apparaît vers 550 avec le Christ Pantocrator du monastère orthodoxe de Sainte Catherine du Sinaï. C'est une icône peinte dans la tradition de l'école du Fayum qui présente de façon tout à fait exceptionnelle un visage étrangement dissymétrique. L'arcade sourcilière gauche est gonflée, l'œil est cerné, la joue est boursouflée. Les morphologies de ce visage et de celui du linceul se superposent exactement.
Au tournant des 7e et 8e siècles, l'empereur de Constantinople, Justinien II, se fait représenter au revers des pièces de monnaie qu'il fait frapper, laissant la face principale au buste du Christ, portant une barbe à 2 pointes, des cheveux longs et une mèche de cheveux caractéristique en haut du front. À la suite de Justinien II, une quinzaine d'empereurs byzantins feront de même. On vient donc de voir qu'il existe bien des mentions historiques avant le Moyen-Âge, plein d'indices historiques pré-médiévals. Cependant, il reste encore d'autres indices qu'on n'a pas pu mettre dans la vidéo, parce qu'on a préféré axer sur le domaine plus scientifique. Néanmoins, la partie historique est tout aussi intéressante, et Monsieur Bouzou nous en a fait un résumé qui est très intéressant et que je vous mets en commentaire. Néanmoins, n'allons pas trop vite dans notre enquête. Intéressons-nous maintenant à la méthode du tressage du linceul. Le linceul est en lin, un matériau qui était plutôt courant dans l'Antiquité, mais dont le tissage était rare et cher. Les méthodes de tissage et de blanchiment du lin ont évolué avec les siècles et les cultures. Sur le linceul, à chaque croisement des fils de chêne et des fils de trame, une tache brune caractéristique prouve que le blanchiment a été effectué après le tissage. Or, tous les experts sont unanimes. Si le blanchiment a lieu après le tissage, on est avant l'an 790. Donc, la méthode utilisée est largement antérieure au XIIIe siècle. Nous pouvons aussi constater l'absence de laine, même au niveau microscopique. Cette absence est particulièrement étrange pour un linge de ce format, tissé sur un métier européen médiéval, car la laine était autrefois le principal matériau tissé à cette époque. Pour une telle pièce de lin, il serait tout à fait normal de trouver entre les fibres de lin des fibres de laine provenant de précédents tissages sur le même métier. 2 explications sont possibles. Soit le métier à tisser était neuf, soit le métier était strictement réservé au tissage des matériaux végétaux. Si on ne trouve pas de laine, on constate cependant la présence de coton. Cette séparation des espèces était une pratique inconnue dans les pays chrétiens au Moyen Âge. Par contre, elle était courante en Galilée et en Judée avant la grande diaspora de l'an 135. Car en effet, une observance de la Torah demande que ne soient jamais mélangées les espèces animales et végétales dans les vêtements et la cuisine. Le blanchiment après tissage et l'absence totale de fibres de laine sur le linceul sont 2 indices hyper intéressants en faveur d'un linceul qui a été créé avant l'an 135 sur un métier hébreu. Mais ce n'est pas tout. D'autres indices hyper importants sont encore à prendre en compte. En analysant le coton présent entre les fibres de lin du linceul, les chercheurs ont réussi à établir la variété de ce coton. Il s'agit d'une variété appelée Gossypium herbaceum, ne poussant pas en Europe, mais affectionnant les régions chaudes et ensoleillées. Il est donc très présent au Moyen-Orient. Un indice qui milite largement en faveur d'un tissage en terre d'Israël avant l'an 135, car à partir de cette date, les fils d'Israël y seront interdits de séjour. Si le linceul est l'œuvre d'un faussaire, celui-ci serait-il un visionnaire d'exception qui aurait pris le soin, le temps de mélanger des fibres de coton sur le linceul, des résidus qui étaient encore indétectables au Moyen-Âge? Son stratagème prévoyait-il l'invention du microscope, le progrès de la chimie organique, ou encore la découverte de l'ADN bien des siècles plus tard? Autant de questions qui sont encore aujourd'hui sans réponse. Une autre approche intéressante serait la confrontation entre le linceul de Turin et les évangiles. Le linceul de Turin est-il parfaitement conforme avec les évangiles? L'homme du linceul a reçu des coups au visage. Il a la barbe arrachée et le nez cassé. Chez les Juifs, on arrachait la barbe de ceux qui blasphémaient. Les évangiles racontent « Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé ». Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. L'homme du linceul a reçu à minima 60 coups de fouet. La loi juive n'autorisait pas de dépasser les 40 coups de fouet, mais le droit romain, lui, ne fixait aucune limite. Le supplicié a donc été fouetté par des Romains. Les évangiles confirment. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé.
L'homme du linceul a des blessures à la tête et sur la nuque, blessures causées par une couronne d'épines. Aucun autre document historique ne rapporte l'usage de mettre une couronne d'épines sur la tête d'un condamné qui a été flagellé. Seuls les évangiles le mentionnent à propos du supplice infligé à Jésus. Les soldats lui tressèrent une couronne d'épines qui lui mirent sur la tête. L'homme du linceul a subi la flagellation et la crucifixion. La flagellation et la crucifixion sont deux peines différentes et la loi interdisait de les cumuler. En effet, selon les évangiles, Pilate voulait juste faire flageller Jésus, mais les Juifs ont demandé sa mort. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs vociféraient « À mort, crucifie-le !» L'homme du linceul est blessé à l'épaule droite, blessure qui pourrait correspondre à une poutre, comme s'il avait porté lui-même une partie de sa croix. Les évangiles racontent « Jésus, portant lui-même sa croix, sortit et gagna le lieu-dit du crâne. » L'homme du linceul a reçu un coup de lance post-mortem. En effet, des médecins ont constaté que la plaie du supplicié est restée béante, signe qu'il était déjà mort. Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, il en sortit du sang et de l'eau. De plus, le linceul montre que le coup a été porté sur le côté droit. Suite au coup de lance, il sortit de l'eau et du sang. L'eau vient du péricarde et le sang vient de l'oreillette droite. Il est également intéressant de constater que les dimensions de la plaie correspondent aux dimensions d'une lance romaine. Au moment de sa mise au tombeau, l'homme du linceul n'a pas été lavé de ses traces de sang. On trouve cependant des traces de myrrhe sur le tissu, ce parfum utilisé pour les ensevelissements dans la tradition juive. C'est plutôt étrange de parfumer un cadavre dans un linge propre sans l'avoir lavé. Ça ne s'explique que par un manque de temps. Jésus fut effectivement déposé dans un tombeau, mais ne fut pas lavé à cause du repos imposé par le sabbat. C'était le jour de la préparation, et le Shabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du Shabbat selon la loi. Enfin, le suaire ne comporte aucune trace de putréfaction. Or, normalement, les chairs commencent à se décomposer après 40 heures. Cela signifie que le cadavre est resté moins de 40 heures dans le linceul. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Le linceul de Turin semble entièrement conforme avec les évangiles. Alors soit nous avons affaire à un faussaire qui est extrêmement doué, soit le linceul de Turin est le vrai. Le crucifié du suaire a été cloué par les poignets dans l'espace dit de Destau. Or, à l'époque supposée par l'estimation au carbone 14, soit entre 1260 et 1390, les représentations montraient un Jésus cloué par les mains. Une des raisons de la confusion très ancienne des artistes qui ont mis les clous dans la paume de la main et non dans le poignet, partie intégrante de la main, viendrait du mot hébreu yad qui désigne avec la main le poignet. On pensait donc traditionnellement que Jésus-Christ avait été crucifié par les mains, mais la recherche sur des cadavres a révélé que les mains ne peuvent pas supporter le poids d'un corps mort et encore moins celui d'un corps vif en mouvement. La méthode qui paraît donc la plus simple, la plus intuitive, serait de placer un clou dans l'espace libre de Destau, un petit espace situé entre les osselets du poignet. C'est celle qui a été utilisée pour l'homme du linceul. L'espace de Destau peut être pénétré par un clou de la taille de celui utilisé par les Romains et être parfaitement ancré. Les ligaments de ces os fournissent un support suffisant pour résister à des forces de traction très importantes. Au passage, le clou endommage le nerf médian en provoquant la contraction involontaire des pouces vers la paume de la main, comme le linceul le démontre. Cela pose encore beaucoup de questions. Comment un faussaire du Moyen-Âge aurait-il pu prévoir que les clous étaient en réalité
mis dans les poignées, non pas dans les paumes de la main comme cela se faisait traditionnellement dans l'art de l'époque. Comment l'artiste aurait-il pu prévoir que le pouce se rétractait lors de l'endommagement du nerf médian? Beaucoup de questions, beaucoup trop de questions qui sont aujourd'hui encore sans réponse. 1902, France. Le biologiste Paul Vignon a une intuition. L'intensité de l'empreinte semble obéir à la loi des distances, c'est-à-dire le relief. Il a constaté que la coloration du linge dépendait de la distance du drap par rapport au corps ou à l'objet enveloppé. Mais à cette époque-là, il n'y avait aucun moyen de vérifier cette hypothèse. 50 ans plus tard, le Français Paul Gastineau applique scientifiquement cette loi des distances à l'aide d'une machine à graver. L'hypothèse de Vignon est confirmée par un relief sommaire. 1976, États-Unis. Les Américains Jumper et Jackson ont utilisé un analyseur VP8 de la NASA, un appareil analogique qui permet une représentation en relief de l'image. Et ils ont eu l'idée de passer cette caméra qui s'appelle la caméra VP8, qui sert à faire de la planétologie sur des planètes comme Mars, sur la Lune, pour voir le relief des montagnes, des cratères, sur le linceul de Turin. Et là, on a fait une découverte extraordinaire, c'est que en fait, l'image du linceul de Turin est une image tridimensionnelle. C'est-à-dire que l'image du corps sort en 3 dimensions. Il y a une hauteur codée dans l'image, dans chaque pixel d'une image, qui fait qu'elle a 3 dimensions. 2011, France. Thierry Castex est ingénieur géophysicien et ses connaissances en imagerie et en traitement du signal lui ont permis d'obtenir des images du linceul plus précises, notamment en ce qui concerne la tridimensionnalité de l'image. Après traitement sur des ordinateurs actuels et après avoir effectué filtrage et égalisation de l'image, Thierry Castex parvient à réaliser une image 3D plus que convaincante. Derniers éléments qui m'a semblé intéressant d'explorer, ce sont tous ces fioretti, tous ces miracles qui entourent le linceul. Je suis parti d'un postulat assez simple, c'est que je me suis dit si l'image du linceul est réellement Jésus de Nazareth, celui-ci devrait alors toucher les gens, non? Alors effectivement, nous sommes partis à la rencontre d'une personne dont je vous mets le témoignage maintenant. Alors j'ai souvent l'occasion de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le linceul de Turin. Et on peut se demander pourquoi un drap mortuaire peut être aussi passionnant. En fait, j'en ai reçu vraiment le choc, si j'ose dire, très jeune, à l'âge de 20 ans. Je venais de terminer mes études de Sorbonne, je planais un peu dans le ciel des idées et tout d'un coup, on a eu à vivre une année très douloureuse avec la maladie et la mort de notre mère, qui n'était pas encore très âgée, qui avait beaucoup peiné dans sa vie et qui est morte prématurément, évidemment. Et c'est la souffrance qui est horrible, parce qu'on se dit toujours « Pourquoi Dieu permet ça ?» On avait la foi dans notre famille, « Pourquoi Dieu permet ça ?» Et là, je vais avoir la réponse après l'enterrement. Notre père a eu la délicatesse de nous trouver une occasion étonnante d'aller avec des franciscains vers Assise pour se remettre les pendules à l'heure. Et je me suis retrouvée dans la cathédrale de Turin. Il n'y avait pas d'ostension, c'est-à-dire le vrai linceul n'était pas présenté, mais j'avais 2 silhouettes pendues, taille réelle. Alors j'ai là une mauvaise reproduction. Un tissu blanc avec une ombre qui a été complètement forcée sur cette photo de journal, mais de l'autre côté, une photo à fond noir, qui est le négatif de la première photo, et qui m'a bouleversée, parce que je voyais, au lieu de voir un corps qui fait peur, un corps qui a été torturé, je voyais une silhouette extrêmement majestueuse, remplie de paix.
Et je peux dire que j'ai eu une onde de paix qui m'a pénétrée et qui m'a accompagnée toute ma vie à chaque fois que je me retourne vers cette image. Et le temps a passé, j'ai peu à peu réalisé un peu l'importance de cet événement. J'ai eu la chance d'assister à une exposition sur le linceul et du coup j'ai adhéré à l'association qui s'appelle « Montre-nous ton visage » et du coup j'ai pu participer à ces travaux. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand on regarde ce visage tranquille, il a les yeux fermés, il a la bouche fermée. Vous me direz, c'est normal, c'est un cadavre. Mais ça veut dire plus que ça. Il ferme les yeux sur toutes nos misères, plutôt nos misères, il les porte dans le cœur, mais sur toutes les atrocités du monde, il ne fait de reproches à personne. Il nous dit simplement, regardez jusqu'où je vous ai aimé. Et puis quand on découvre la réalité de la passion à travers le sensuaire, le linceul, on s'aperçoit, et les médecins sont les premiers à le dire, le chirurgien Pierre Barbet et son petit-fils Louis Cador sont les premiers à dire que ça va au-delà de ce qu'on avait cru lire dans nos évangiles. La réalité est vraiment forte. Il nous a aimés jusque-là. Et on peut conclure par la phrase de Jésus lui-même, « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » De la fabrication du suaire jusqu'aux ostensions du linceul de Turin, des découvertes scientifiques et historiques aux mystères entourant le linceul, ce drap de lin recèle encore bien des mystères, bien des énigmes, bien des secrets exaltants. Nous avons enquêté pour toi, maintenant c'est à toi de te faire ta propre opinion vis-à-vis de ce drap de lin. Est-il véritablement le linceul du Christ ? Eh bien, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Nous essayerons de répondre un maximum à vos commentaires. Je tiens à signaler une deuxième fois que nous vous mettons en description tous les documents historiques que nous avons trouvés. Comme toujours, pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et puis surtout à partager pour faire connaître cette chaîne, pour faire connaître cette vidéo, pour faire connaître le linceul de Turin à un maximum de personnes. Je tiens maintenant à remercier tous ceux qui ont pris part, tous ceux qui ont collaboré, tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce documentaire. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à Monsieur Cador pour sa bienveillance et sa participation à ce projet. Et puis moi je vous dis maintenant à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vive Jésus!